Votre Excellence, éminente Seigneurie. Monsieur Galilée, professeur de mathématiques à votre université à Padoue et directeur de votre grand arsenal, ici, à Venise, il a toujours considéré qu'il était de son devoir non seulement de satisfaire à sa haute charge professorale, mais encore de procurer par des inventions utiles des avantages exceptionnels à la République de Venise. C'est avec joie qu'il peut aujourd'hui vous présenter et vous remettre un instrument absolument nouveau. Sa lunette ou télescope, fabriqué selon les plus hauts principes scientifiques et chrétiens. Dans votre grand arsenal célèbre dans le monde entier, fruit de la recherche patiente de 17 années de votre humble serviteur. Temps perdu. Tu vas pouvoir payer ton boucher, mon vieux. Oui, ça va leur rapporter de l'argent. Votre Excellence, éminente Seigneurie, une fois de plus, une page glorieuse du grand livre des arts se couvre de caractère vénitien. Un savant de renommée mondiale vous remet ici, à vous et vous seul, un tube hautement commercialisable, afin que vous le fabriquiez et le lanciez sur le marché, tout comme il vous plaira. Et avez-vous songé qu'au moyen de cet instrument, nous pourrions en temps de guerre reconnaître le genre et le nombre des bateaux ennemis 2 bonnes heures avant qu'ils ne puissent le faire des nôtres, et que, sachant cela, nous pourrions nous décider à les combattre, les poursuivre ou les fuir. Et maintenant, éminente Seigneurie, Monsieur Galilée vous prie de recevoir cet instrument de son invention, le témoignage de son intuition. Je ne peux pas te promettre que je supporterai jusqu'au bout ce carnaval. Ces gens-là s'imaginent avoir reçu un joujou qui va leur rapporter. Mais c'est bien davantage. La nuit dernière, j'ai pointé cette lunette en direction de la lune. Et qu'as-tu vu? Elle ne brille pas par elle-même. Quoi? Je peux voir les fortifications de Santa Rosita. Monsieur Galilée, sur ce bateau là-bas, il déjeune. Poisson grillé. Cela vous ouvre l'appétit. Je te le dis, l'astronomie depuis 1000 ans n'avançait plus parce qu'on n'avait pas de lunettes. Monsieur Galilée, C'est à toi que s'adresse. on voit trop bien avec cette chose. Je vais devoir dire à mesdames que le bain sur la terrasse, ça n'est plus possible. Sais-tu de quoi est fait la Voie lactée? Non. Moi, je le sais. Pour un machin pareil, on pourrait bien demander 10 écus, monsieur Galilée. Je me demande même si avec cet objet, je ne pourrais pas démontrer une certaine théorie. Contiens-toi. Je me méfie naturellement beaucoup de toute déduction hâtive. Mais regarde. Comment t'expliques-tu ce point lumineux? Cela ne peut pas être. Et pourtant si, ce sont des montagnes Sur une étoile, de gigantesques montagnes.
Leurs cimes sont dorées par le soleil levant, tandis qu'autour les versants sont baignés dans la nuit. Tu vois la lumière descendre des plus hauts sommets vers les vallées. Et cela contredit 2000 ans d'astronomie. Exactement! Ce que tu vois, aucun homme encore ne l'a vu, excepté moi. Tu es le second. Mais la Lune ne peut pas être une terre avec des montagnes et des vallées. Pas plus que la Terre ne peut être une étoile. La Lune peut être une terre avec des montagnes et des vallées. Et la Terre peut être une étoile, un corps céleste ordinaire, un parmi des milliers. Regarde encore une fois. La partie sombre de la Lune t'apparaît-elle tout à fait sombre? Non. Maintenant que j'y prête attention, je vois qu'elle est recouverte d'une faible lumière couleur de sang. Comment t'expliques-tu cette lumière? Elle vient de la Terre. C'est absurde. Comment la Terre, avec ses montagnes et ses forêts et ses eaux, pourrait-elle être lumineuse? Un corps froid? Tout comme la Lune est lumineuse, parce que ces deux astres sont illuminés par le Soleil. C'est pourquoi ils sont lumineux. Ce que la Lune est pour nous, nous le sommes pour la Lune. Et tantôt elle nous voit comme un croissant, tantôt comme une demi-lune, tantôt pleine et tantôt pas du tout. Ainsi, il n'y aurait pas de différence entre la Lune et la Terre? Apparemment pas. Il n'y a pas 10 ans qu'un homme a été brûlé à Rome. Il s'appelait Giordano Bruno et il avait précisément soutenu cela. Certes, et nous le voyons. Garde ton air rival à lunette, Sagredo. Ce que tu vois, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, 10 janvier 1610, l'humanité est inscrite dans son journal. Ciel aboli. C'est effroyable. J'ai fait une autre découverte encore plus étonnante peut-être. Excusez l'heure tardive. Je vous serais obligée si je pouvais vous parler, seul à seul. Tout ce qu'il est possible d'entendre, Monsieur Sagredo peut l'entendre, Monsieur Priuli. Eh bien, la voilà cette chose fameuse. Cette chose, vous pouvez tout aussi bien la jeter. Elle ne vaut rien, absolument rien. Comment cela? Cette invention de vous, que vous présentiez comme le fruit de 17 années de recherche, savez-vous que l'on peut l'acheter à tous les coins de rue en Italie pour quelques écus? Et qu'on la fabrique en Hollande? En ce moment même, un cargo hollandais dépose dans le port 500 de ces lunettes. Vraiment? Je ne comprends pas votre calme, monsieur. Qu'est-ce qui vous chagrine exactement? Laissez-moi vous dire que M. Galilée a fait ces jours-ci, au moyen de cet instrument, des découvertes bouleversantes touchant l'univers et les astres. Sachez que la découverte que j'ai faite me suffit. C'est moi qui, pour cette camelote, ai fait doubler les salaires de M. Galilée. Cher Monsieur Cluse, je ne peux sans doute pas juger de la valeur marchande de cet instrument, mais sa valeur pour la philosophie est si haute que... Qu'est-ce que M. Galilée, qui est mathématicien